Ce module est la suite du module 7, l'organisation préalable des travaux comptables. Une phase préparatoire essentielle qui a commencé par la prise de connaissance de l'activité de l'entreprise. Alors n'allez pas plus loin, bien sûr, si vous n'avez pas encore visualisé le module 7.1, le début de ce module. Et bien sûr les modules 1 à 6 si vous voulez vraiment suivre la progression. Je vous rappelle les 5 étapes que nous avons listées pour la mise en place du système d'information comptable de l'entreprise. Nous en sommes donc à la 3e étape, définir les procédures administratives et la périodicité de chaque tâche administrative. Ça va vous paraître curieux peut-être, je vais commencer par la TVA, parce qu'en fait c'est une question récurrente qui couvre toutes les relations à la fois avec les clients et les fournisseurs, pour les entreprises assujetties bien entendu. La TVA est d'abord la TVA sur les ventes, dite TVA collectée. Vous trouverez également ce sujet traité dans un module indépendant que j'ai intitulé Calcul de la déclaration de TVA, qui comprend toute l'information comptable nécessaire pour aboutir à cette déclaration, notamment le chapitre Organisation comptable que je reproduis ici. C'est un double sujet, la TVA sur les ventes, à reverser à l'État, et la TVA sur les achats de biens et services, à récupérer sur l'État. On dit TVA déductible ou TVA récupérable d'ailleurs. Pour la TVA sur les ventes, deux possibilités. Possibilité la plus simple, la TVA est payable dès la vente, donc éventuellement avant le paiement du client, ce qui n'est peut-être pas très bon au niveau de la trésorerie, surtout si le client paye tard. Deuxième possibilité, ce n'est pas vraiment une possibilité, deuxième cas de figure, la TVA est payable sur les encaissements, donc à partir du moment où le client a payé. Dans les deux cas, la déclaration de TVA vous oblige à déclarer pour chaque taux de TVA le montant hors taxe et le montant de la TVA. Donc il faut connaître, et il faut que la comptabilité vous fasse connaître, le chiffre d'affaires hors taxe et la TVA correspondante pour chaque taux de TVA. On doit d'abord recenser les taux applicables et créer autant de comptes de vente et de TVA collectés que de taux de TVA. Je propose toujours d'insérer dans les numéros de compte un chiffre représentatif du taux de TVA, voire le taux lui-même, mais le taux lui-même il est trop long et ça impose des longueurs de compte plus importantes pour tout le plan comptable, donc c'est plutôt à éviter. Mais naturellement, le taux normal c'est 1, donc c'est 20%, donc pourquoi pas l'affubler du numéro 1. 10% 2, c'est une proposition, 5,5 4 et l'exonéré 9. Je passe certains taux particuliers, c'est les taux que l'on rencontre le plus souvent, 20, 10, 5,5 et exonéré. Donc à chaque création d'un compte de vente, taxable ou non, on insérera ce chiffre représentatif du taux de la TVA. Cela conduira évidemment à multiplier les comptes si plusieurs taux peuvent s'appliquer. Ici, par exemple, on a prévu que l'entreprise vendrait de la marchandise, donc des ventes en l'état, sans transformation. Cette marchandise n'étant assujettie qu'au seul taux de 20% par simplification. Dans le cas de l'entreprise, bien sûr. Bien entendu, on a du 5,5 également en vente en l'état et même du 10%. On a prévu qu'elle réaliserait les travaux de bâtiment avec les trois possibilités. Le taux de 20% pour les habitations neuves et pour les locaux professionnels, le taux de 10% pour les travaux dans les logements de plus de 2 ans satisfaisant à certaines conditions, et 5,5% pour les travaux satisfaisant aux conditions pour les économies d'énergie. On a également prévu des travaux en sous-traitance pour lesquels on ne facture pas de TVA.
c'est le sous-traitant qui va la payer pour nous, la récupérer en même temps. On a même pensé à créer le compte de cession d'immobilisation, parce que ça peut arriver. Et vous voyez que pour chaque taux de TVA, on a des comptes de vente et des comptes de TVA distincts. La TVA collectée a également les trois comptes, un pour le 20%, un pour le 10%, un pour le 5,5%. En option, mais c'est une option que je recommande, on a également des taux de TVA, des comptes de TVA déclarés qui sont en fait que des subdivisions du compte TVA collecté. On fait ça pour n'avoir dans le compte de TVA collecté que des opérations de vente, ce qui permet de contrôler directement la TVA collectée par application des taux sur les ventes. La multiplication du taux de TVA par le compte hors taxe vous donne exactement la TVA collectée. Sauf s'il y a évidemment des régularisations qui traînent de l'année précédente. Dans le cas de la TVA payable sur encaissement, donc c'est le cas des prestations de services et des travaux, il faut pouvoir appréhender les encaissements. Et les encaissements, on ne les a pas de façon naturelle en comptabilité, puisqu'on n'enregistre pas les encaissements en compte de vente, on les enregistre directement en banque, dans un compte unique qui est le compte de banque. À moins que vous optiez pour le paiement de la TVA sur les débits, ce qui est légalement possible, c'est-à-dire sur la facturation, mais ceci a des inconvénients sur la trésorerie. Ça veut dire qu'on va payer plus tôt la TVA, et ça a un gros inconvénient si on n'est pas payé du client. En cas d'impayé client, il va falloir respecter toute une procédure pour récupérer cette TVA qu'on n'aurait jamais dû payer. Je vous renvoie au module déclaration de TVA pour les développements, mais une solution au niveau du plan comptable, dans le cas donc des encaissements, et c'est la solution de subdiviser les comptes clients par taux de TVA et de loger la facture du client en fonction du taux de TVA qu'elle comprend. On a par contre des difficultés lorsque sur la même facture il y a plusieurs taux de TVA. Une des solutions peut être effectivement de faire plusieurs factures. Enfin, là, effectivement, ça fonctionne moins facilement lorsque il y a multiplicité de taux de TVA, par exemple du 10 et du 5,5 sur la même facture. Autrement, c'est la bonne solution. On peut arriver par déduction à trouver les encaissements. En tout cas, à vérifier que les encaissements qu'on a recherchés ne comportent pas d'anomalie. Bon, je vous renvoie effectivement au module TVA. Deuxième TVA, si je puis dire, la TVA sur les achats, c'est-à-dire la TVA déductible, la TVA récupérable. Alors là, c'est plus simple parce que la déclaration de TVA ne demande que le montant de la TVA déductible et pas celui du montant hors taxe correspondant, comme pour les ventes. Un compte de TVA déductible donc est suffisant pour répondre à l'obligation, ou plutôt deux comptes, la TVA sur les achats de biens et services, ici 445,66, et la TVA déductible sur les achats d'immobilisation, puisque la déclaration distingue les deux comptes. Il n'y a donc pas d'incidence sur le plan comptable s'il s'agit d'achat de biens dont la TVA est immédiatement récupérable, mais seulement s'il s'agit d'achat de biens dont la TVA est immédiatement récupérable. Par contre, difficulté complémentaire, si l'entreprise achète des services à des entreprises qui n'ont pas opté pour les débits, l'entreprise ne peut déduire la TVA correspondante qu'au moment où les fournisseurs l'ont payé. Par conséquent, si vous avez un délai de règlement entre l'achat, ou la prestation plutôt, et donc le paiement, vous avez un petit problème. Si on paye le fournisseur immédiatement, ça ne fait aucune différence.
Si par exemple vous avez un prestataire de transport que vous payez à 30 jours fin de mois, eh bien il faut avoir un moyen comptable de savoir quand la TVA sera récupérable. Alors une des solutions les plus simples, quand on paye, je dirais régulièrement, c'est-à-dire quand on respecte les délais de règlement qu'on a définis au préalable, il s'agit simplement de créer des comptes de TVA déductibles par mois. Si on sait par exemple qu'on paye une prestation de transport à 30 jours, la TVA sur une facture de novembre, on la comptabilisera dans un compte de TVA déductible décembre. Donc, si on veut respecter les numérotations logiques, 445 660, 12 TVA déductible en décembre. Et on décale d'un mois la récupération de TVA. Je n'ai pas traité du cas de la TVA intracommunautaire. Les règles peuvent changer d'ailleurs. Aujourd'hui, lorsqu'on importe un produit d'un pays de l'Union européenne, on le paye hors taxe au fournisseur, mais on déclare et on paye la TVA en France dans une rubrique voisine du chiffre d'affaires. En fait, on se substitue au fournisseur pour la payer en France. Mais comme la TVA est récupérable pour l'entreprise, par l'entreprise française acheteuse, elle la récupère sur une ligne d'en dessous. Donc c'est complètement neutre sur le plan de la trésorerie. On pourrait ne pas comptabiliser d'ailleurs cette opération puisqu'elle est neutre financièrement, mais pour prouver que l'opération a bien été faite, et ça c'est extrêmement important parce qu'il y a des pénalités si on ne le fait pas, on les enregistre au crédit d'un compte 445.2 spécifique par le débit d'un compte 445.62 spécifique au moment où on enregistre la facture d'achat. Parallèlement, on doit procéder à une déclaration d'échange de biens auprès des douanes. Tout ça a été institué à des fins statistiques. Et pour la petite histoire, quand cela a été mis en place, ça fait une trentaine d'années, on nous avait dit qu'il s'agissait d'une mesure provisoire pour 3 ans. C'est provisoire qui dure. Logiquement, nous allons commencer par les ventes. Les ventes et les clients. Question commune à toutes les entreprises, donc standard, la TVA et les taux de TVA. Qu'est-ce que l'entreprise vend? C'est la question évidemment qu'il faut se poser. S'agit-il de vente de biens ou de prestations de services, ou les deux? S'agit-il de vente en boutique avec paiement comptant, ou de vente donnant lieu à des factures, ou les deux? Paiement comptant, ça veut dire qu'on aura une gestion de boutique. Tout ce qui est vendu doit arriver en banque. Vente facturée, c'est une gestion de créances clients avec un suivi des créances clients et un rapprochement des factures avec les règlements et sans doute des relances. Commençons par les ventes facturées, le plus simple. Quelques points essentiels. 2 points essentiels. Ne pas oublier de facturer, bien sûr, et facturer très vite. Facturer très vite pour réduire les risques d'oubli de facturation d'abord, et aussi pour assurer le paiement rapide. C'est mathématique, mais c'est complètement psychologique. On est beaucoup moins enclin à régler rapidement si le fournisseur ne montre pas d'empressement à faire rentrer de l'argent. Et c'est vrai pour la relance aussi. En tout cas, facturer dans le même mois que la livraison ou la prestation, si possible, afin que les charges et les produits restent dans le même mois et qu'aucune correction ne soit nécessaire pour obtenir un résultat comptable à la fin du mois, si vous cherchez à connaître le résultat comptable mois par mois. Même si des factures sont faites quelques jours après la fin du mois, il n'est pas impossible de les dater du dernier jour du mois. C'est antidaté, c'est pas joli, mais pour cela, c'est pas du tout interdit. Enfin, ça n'a pas de conséquences néfastes. Si évidemment aucune facture n'a encore été faite pour le mois suivant, puisque comme elles sont chronologiques, vous ne pouvez quand même pas dater du 30 janvier une facture qui est faite après une facture du 2 février. Selon l'activité et le degré de risque d'oubli de facturation,
il peut être recommandable dans une petite entreprise, et je le recommande toujours, d'effectuer un contrôle systématique périodique, par exemple mensuel, entre ce qui a été livré ou effectué, si il s'agit de livraison, et la facturation. Le mode de contrôle, évidemment, doit être adapté à l'activité. Un prestataire, par exemple, pourra comparer son planning à la facturation. Si les commandes sont bien suivies, le contrôle peut être fait également par rapport au carnet de commandes. Ça permet de vérifier deux choses en même temps. C'est si on a bien fait le travail, si on a bien livré, et ensuite si on a bien facturé. Évidemment, la première démarche est de lister ce que l'entreprise va vendre, le catalogue par catégorie de produits, et de déterminer jusqu'à quel niveau de détail le plan comptable doit aller. Ni trop, ni pas assez. S'il existe un logiciel de facturation, c'est lui qui pourra fournir les statistiques de vente par article ou par catégorie d'articles à l'entreprise. Le plan comptable pourra rester plus synthétique. Sinon, les ventes seront détaillées par la multiplication des comptes de vente. Pour se faciliter la vie, l'entreprise essaiera de standardiser sa facture, c'est-à-dire de concevoir un modèle de facture unique applicable à tout ce qu'elle aura à facturer. Ce n'est pas une obligation, mais c'est souvent un gain d'efficacité. Et enfin, elle concevra sa grille de saisie, comme celle-ci, de facture qui sera celle du logiciel de facturation s'il en existe un, et dans le cas inverse, celle du journal de vente manuel. Donc ici, évidemment, journal de vente, au crédit les ventes hors taxes, au crédit la TVA collectée et au débit les créances clients. L'enregistrement des règlements est assez standard. Retenez que l'écriture à passer au compte de banque doit correspondre toujours à celle qu'on trouvera sur le relevé bancaire pour faciliter le pointage pour le rapprochement bancaire. Ce n'est pas une obligation, mais c'est évidemment une condition pour qu'on puisse faire un rapprochement rapide entre le relevé de banque et le compte bancaire dans la comptabilité. S'il s'agit d'un règlement individualisé, comme un virement du client, il sera comptabilisé tout seul, c'est-à-dire que chaque compte client sera crédité par le débit du compte banque. Vous vous souvenez bien entendu que les opérations de banque sont comptabilisées en sens inverse de celui qui apparaît sur le relevé de banque, puisque ce qui est une dette pour la banque est une créance pour vous. Au débit de la banque, donc pour une rentrée qui apparaît dans les éléments positifs du patrimoine, donc dans l'actif, à gauche. S'il s'agit d'un règlement remis en banque avec d'autres, le débit en banque sera le total qui apparaîtra sur le relevé bancaire, toujours, même principe. Donc il peut correspondre à un règlement groupé avec d'autres clients, créditera donc dans la même écriture tous les comptes clients correspondant à la remise en banque. Qu'il s'agisse d'une remise de traite, encore que ça ne se fasse plus de façon, c'est très automatisé maintenant, mais ça peut être effectivement encore des remises de chèques. Le rapprochement avec les factures, ce qu'on appelle le lettrage, tout simplement parce qu'on adopte des lettres pour figurer au débit et au crédit en face des sommes qui se correspondent, peut se faire au moment de la saisie, dès la saisie, ou plus tard. Alors dès la saisie, c'est plus fiable, on a les éléments, ça ralentit un peu la saisie, c'est clair que pour la rapidité, c'est pas top, mais au niveau fiabilité, c'est certainement préférable.
Alors attention, si le règlement règle plusieurs factures si le client, pardon, règle plusieurs factures dans le même règlement, lorsque les factures sont nombreuses, cette information doit être disponible. On doit savoir à quelle facture correspond un règlement pour pouvoir effectuer ce lettrage. Sinon, ce rapprochement risque d'être au moins aléatoire, sinon impossible, si les choses sont compliquées. Si le client a omis de régler pour telle ou telle raison une ou deux factures, ça, sur une quinzaine, ça peut être difficile à détecter. Si le client n'a rien dit, c'est-à-dire s'il ne donne pas d'informations dans son virement ou pas de lettre ou de message explicatif avec le règlement, ben ça peut nécessiter de le contacter, ça retarde l'information, ça retarde l'opération de saisie, mais il faut obtenir l'information. Méfiez-vous des factures d'abonnement mensuel de montant identique d'un mois sur l'autre. Le client peut croire, en toute bonne foi d'ailleurs, que vous réglez la facture du mois de novembre, mais il n'a peut-être pas payé celle du mois d'octobre. Et vous, quand vous le recevez, ce montant, vous affectez son règlement de novembre à la facture d'octobre. Puis vous allez continuer celle de décembre à la facture de novembre et ainsi de suite. Et vous pourrez ne vous apercevoir de l'impayé d'octobre que plusieurs mois après, voire plusieurs années si le montant de la facture n'a pas changé. Et là, la réclamation est beaucoup plus difficile. Le client va prétendre qu'il vous a réglé, il va falloir remonter en arrière, ce sera un peu compliqué. Donc, ne négligez pas l'information, même si c'est évident, les montants sont faciles à pointer. Ne négligez pas le message adressé par le client, s'il l'adresse bien, pour dire qu'il a réglé telle ou telle facture. Bien entendu, qui dit vente à crédit dit surveillance des créances clients et relance. Et il faut inscrire cette tâche dans les tâches hebdomadaires et systématiques. C'est quelque chose qui est malmené. Souvent, on facture tard et on relance encore plus tard. Deuxième type de vente, les ventes en boutique. Là, on est sur un risque maximum en matière fiscale, donc sur des règles qu'il faut respecter de façon très pointilleuse pour ne pas entraîner des soupçons de l'administration fiscale qui de toute façon pèseront sur vous si vous vendez à des particuliers parce que les espèces restent encore un moyen de paiement significatif et que c'est évidemment facile de les faire un peu évaporer de la comptabilité. Selon la réglementation fiscale, chaque vente doit être enregistrée, pas forcément en comptabilité. Elle est enregistrée quelque part, mais pas forcément en comptabilité, et elle doit comporter la désignation des articles vendus, le prix et le mode de règlement. C'est les trois éléments essentiels. Pour le mode de règlement, ça se voit. Donc on ne peut pas regrouper les ventes en disant voilà, j'ai vendu cet après-midi pour 300 €, 10 ventes, voilà, je ne peux pas regrouper tout ça, il faut que chaque vente soit identifiée. Et depuis 2018, on a l'obligation d'utiliser un logiciel de caisse sécurisé et certifié. Toutes les entreprises ne respectent pas cela. Vous regarderez ce qui se passe en allant faire votre marché le samedi matin ou le dimanche matin. Certaines ne respectent pas. Ou elles ont, effectivement, vous avez l'impression qu'elles ont une caisse, mais elle n'est pas reliée. C'est pas un logiciel de caisse. Donc elles vivent dangereusement. Soit il est connecté au logiciel comptable et les écritures se déverseront automatiquement en comptabilité. Soit il faudra les enregistrer manuellement. Le premier cas est évidemment souhaitable, mais attention, il faut que le logiciel soit très soigneusement paramétré et interfacé avec la comptabilité. Sinon, vous accumulerez les anomalies. Cela dépend bien entendu du mode d'emploi du logiciel, mais au minimum, il faut qu'il ait les bons numéros de compte pour chaque catégorie de vente et de mode de règlement pour que votre écriture automatique tombe bien dans les bons comptes.
savez, un logiciel qui se déverse dans une comptabilité, c'est un petit peu comme le dessin animé de Disney, Les Apprentis Sorciers. Vous ne l'arrêtez plus. Donc il faut absolument qu'il soit bien paramétré. Au moins 3 points clés. Les espèces, on ne peut pas les contrôler a posteriori, comme on peut le faire avec des chèques ou des cartes bancaires qui laissent des traces écrites. Il faut donc les compter au moins à chaque fin de journée pour vérifier que le solde en caisse correspond au solde théorique. Le solde théorique est celui qui est calculé en fonction des ventes en espèces et des remises d'espèces en banque. Et les existants, il faut les compter. Alors une astuce pour faciliter le comptage, en fait pour vous éviter de les compter. On peut travailler à fond de caisse constant, c'est-à-dire remettre en banque le montant exact de la recette et laisser en caisse une somme ronde pour le fonds de caisse pour rendre la monnaie. Mais s'il y a dans la caisse ce qu'on appelle des pièces jaunes, ça dépend ce que vous vendez, bien sûr. Si vous vendez des robes, vous n'aurez pas de pièces jaunes. Si par contre vous vendez des pots de yaourt, vous en aurez peut-être. Ça peut être compliqué, effectivement, de faire un fonds de caisse en somme ronde. Pour que le solde comptable soit toujours égal au fonds de caisse à chaque fin de journée, si on ne remet en banque la recette du jour que le lendemain matin, on peut dater cette remise de la veille, comme si elle avait été faite à la fin de la journée, c'est-à-dire dans la même journée que les ventes. Rassurez-vous, il y aura un exemple. Ainsi, la remise en banque sera bien déduite le même jour de la recette et le solde de la caisse sera remis à zéro pour les chèques et les cartes bancaires, et pour les espèces, eh bien, il sera égal à au fonds de caisse que vous avez défini. Cela facilite le contrôle. Nous le verrons donc avec un exemple tout à l'heure. Deuxième point clé, ceux qui rentrent en caisse doivent se retrouver en banque. Ce qui veut dire qu'il va y avoir besoin de faire un pointage. Il va falloir pointer les sommes qui rentrent en banque avec le relevé bancaire. Si vous faites 1 millier de ventes dans le mois, pas question évidemment de comptabiliser, de pointer 1000 lignes. Pas de question d'enregistrer chaque encaissement de vente. Alors, que peut-on faire? Eh bien, on peut regrouper les ventes, les montants d'espèces, de chèques et de cartes bancaires par journée. C'est le minimum légal. Et on peut faire donc des remises en banque sans mélanger. Alors évidemment, il faut faire des remises en banque sans mélanger les journées. Vous comprendrez mieux à travers l'exemple. Si on ne fait qu'une remise par jour, cela revient en fin de journée ou le lendemain matin à remettre les espèces et chèques correspondant aux ventes de la journée ou de la veille, mais sans rien y ajouter ni retrancher, ce qui est toujours tentant, notamment d'y rajouter les dernières ventes qu'on vient de faire le matin même. Ça dérange toujours de ne pas remettre la totalité de ce qu'on a en caisse au moment où on fait la remise, mais si vous le faites, le contrôle sera compliqué. Si on ne remet pas les chèques tous les jours, l'essentiel, c'est que les chèques d'une même journée soient tous sur la même remise. Lorsqu'on diffère la remise d'un chèque pour rendre service à un client, par contre, ça ne permet plus un contrôle automatique. Si on le fait, il faut prévoir un mode de règlement intitulé « Paiement différé » et y comptabiliser la vente comme on le fait pour un compte client. C'est sûr que le paiement comptant est souhaitable. Pour les cartes bancaires, les transmissions se font la nuit. Aujourd'hui, c'est assez bien rodé. Donc, pour une boutique qui ferme la nuit, ça ne doit pas poser de problème. La transmission correspond aux ventes de la journée. Il n'y aura pas de mélange entre plusieurs journées. Par contre, dans le cas de travail nocturne, par exemple une station-service d'autoroute, eh bien, on fait des arrêtés de caisse en cours de journée à chaque changement d'équipe, 3 en général, et on provoque la transmission après la fin d'une de ces périodes, si possible la dernière évidemment, 22 heures. Et la plupart du temps,
le chiffre d'affaires entre 22 heures et minuit n'est pas comptabilisé sur l'année. Il y a une anomalie quelque part, mais qui est quand même du domaine du négligeable. Troisième petit point, qui n'est peut-être pas un point clé essentiel, mais quand même, à l'année, ça représente du travail en ce qui concerne les cartes bancaires. Bien sûr, la banque prélève des frais et elle les calcule carte bancaire, remise de carte bancaire par carte bancaire. Et pour que ces frais ne perturbent pas le pointage avec les recettes, eh bien, il faut demander à la banque qu'ils soient débités séparément. S'ils ne sont pas débités séparément mais déduits des recettes, vos comptes seront impointables directement. Vous aurez à faire un calcul à chaque fois que vous aurez un pointage à faire. Donc il ne faut surtout pas avoir ça. Si vous avez donc une remise de carte bancaire de 100 €, il faut pouvoir retrouver ces 100 € sur le relevé et non 99,8 € si les frais sont de 20 centimes. Et le must, pour éviter que la comptabilisation de ces frais représente autant de montants que de jours ouvrables dans le mois, 25 montants à comptabiliser par exemple, il faut demander à la banque qu'elle vous les enregistre en un seul montant. Ça, c'est plus difficile à obtenir, mais on y arrive. Personnellement, j'ai toujours constaté que lorsque on commençait à dire aux banquiers qu'on allait chercher une autre banque, ça devenait toujours possible. Ça dépend évidemment de votre chiffre d'affaires. Pour illustrer cela, je vais vous montrer une feuille de caisse qui récapitule toutes les ventes boutiques d'un mois et le suivi des soldes de caisse. La voilà. Ce type de document sera évidemment nécessaire lorsque le logiciel de caisse n'est pas interfacé avec le logiciel comptable et qu'il faut enregistrer les écritures manuellement. Il comporte 30 lignes. Une ligne, 30 ou 31 d'ailleurs, une ligne par jour, et il se lit de la gauche vers la droite. Première double colonne, les ventes par nature. Ici, on s'est contenté d'une seule subdivision par taux de TVA, mais évidemment, selon le détail que l'on souhaite ou dont on a besoin, on peut évidemment créer autant de colonnes, sachant que plus on crée de colonnes, plus c'est lourd à gérer. C'est le minimum puisqu'il s'agit de montants TTC, donc si on a deux taux de TVA, on aura au moins deux colonnes, parce qu'on va enregistrer ici les ventes TTC, mais vous voyez qu'en bas de la colonne, on va transformer le TTC en hors taxe et TVA. On ne va évidemment pas le faire pour chaque journée. On le fait une fois par mois. C'est beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus simple. Sinon, vous allez créer 30 lignes dans votre compte de TVA collecté, ça va être l'horreur. Ensuite, troisième colonne, on a ici le total des ventes par nature. Et ce même total est ventilé ensuite dans les trois colonnes, enfin dans les X colonnes suivantes, ici 3 colonnes, par mode de paiement. Ici, espèces, chèques et carte bancaire. C'est le minimum vital. Bien sûr, ça peut être plus complet. Si on est un restaurateur, il y aura probablement une colonne ticket restaurant. Il peut y avoir le chèque cadeau, différentes cartes bancaires aussi. Une petite colonne écart de ventilation, puisque la fiche ici est tenue sur Excel, bien sûr, vous pouvez la tenir sur Excel, vous n'allez pas la faire manuellement, qui va contrôler l'écart entre les deux ventilations. Si je me suis trompé, j'ai quelque chose, le 0 est remplacé par l'écart. Les 3 colonnes suivantes enregistrent les remises en banque. Remise en banque, c'est-à-dire ce qui sort de la caisse et qui rentre dans la banque. Espèces, chèques et carte bancaire. Et ici, on a ajouté une colonne de petites dépenses de caisse pour le cas où on prélèverait sur la caisse des espèces pour payer des petites dépenses comme les pourboires aux livreurs ou autres. Et les 3 dernières colonnes enregistrent les soldes pour chaque type de titre de paiement, c'est-à-dire la différence donc, entre le solde du jour précédent
augmenter de ce qui rentre et diminuer de ce qui en ressort. Donc, ce qui rentre, les colonnes E à G, ce qui en ressort, les colonnes I à L. Voilà. Par exemple, si on prend le 5 du mois, ici c'est janvier 2024, on a donc 12 € TTC de vente à 5,5, 406 de vente à 20%, ce qui fait un total de 418. Et ces 418 étaient répartis entre 50 € d'espèces, 100 € de chèques et 268 de cartes, qui font bien 418. Ce jour-là, mais vous voyez qu'ici, on ne remet pas les espèces tous les jours, on n'a pas beaucoup d'espèces, et la banque est loin. Enfin, il faut remettre ces espèces très régulièrement, parce que vous savez bien que les boutiques peuvent être braquées et que c'est très dangereux de conserver des espèces. C'est également dangereux d'ailleurs de conserver les chèques, parce que les chèques, effectivement, les braqueurs n'en font rien, ils les déchirent, ils les mettent au caniveau, mais vous les avez perdus. Donc ici, 670 € à déduire, je pars de 870 € en début de journée, fin de journée précédente, j'ai remis 670 € qui représentent les 200 € de fonds de caisse, j'ai 200 € de fonds de caisse, et donc 870 moins 200 égale 670, et il me reste que 250. Pourquoi il me reste 250? Ben, c'est les 200 € de fonds de caisse plus les 50 € de recettes d'espèces de la journée. Quand j'ai remis les chèques de la veille, 1438, il me reste 100 €, c'est-à-dire les chèques du jour. Alors bien sûr, vous pouvez faire ce que j'avais suggéré, c'est-à-dire comptabiliser la remise la veille, la veille du jour de la remise, ce qui fait que en fin de journée, on aura bien les 200 € et on aura 0 en chèque. C'est effectivement plus facile à lire. Au vu de cette feuille de caisse, on peut voir comment elle pourra être comptabilisée, bien sûr. Toutes les sommes, d'ailleurs, la feuille de caisse peut comporter la préparation de l'écriture de caisse, tout simplement par une petite grille qui se trouve en bas de feuille, enfin sur la feuille suivante. Donc la réglementation exige au minimum, comme je le disais, une écriture par mois, à condition d'avoir le détail vente par vente. On a bien le détail vente par vente, et ici on va comptabiliser la feuille de caisse comme si c'était une pièce comptable. C'est une pièce comptable qui va justifier l'écriture de caisse. Donc ici, les ventes au crédit, les TVA au crédit, et au débit de la banque, au débit de la caisse, et au débit d'un compte chèque à encaisser et d'un compte carte bancaire à encaisser, les trois montants. Les livreurs, les pourboires aux livreurs sont comptabilisés par ailleurs en sortie de caisse. Et les remises en banque, vous voyez que toutes les sommes qui sont là sont prises dans la petite ligne de totalisation bleue. Au-dessus, donc j'ai mes remises en banque, 1624, etc. Alors, je n'ai pas les remises en banque de chèques et cartes bancaires parce que ça c'est enregistré directement sur le journal de banque. On considère que les chèques et les cartes bancaires font partie de la caisse, mais physiquement, ils vont bien entendu dans la banque, avec un petit différé léger. Donc 5186 ici de chèques et 10 948 de cartes bancaires et 1624 d'espèces. Alors les comptes, vous vous souvenez peut-être, je vous avais expliqué que ce compte 58, ce compte 580 virements internes est utilisé pour éviter d'avoir dans un journal de caisse des opérations de banque, parce que finalement, une opération de remise en banque en espèces, c'est une sortie de caisse, mais c'est en même temps une rentrée en banque. Or, j'ai deux journaux séparés, et je veux que les opérations de caisse soient en caisse et les opérations de banque soient dans le journal de banque. La seule solution qu'on a trouvée, c'est d'avoir un compte qui sert de relais, qui est un compte 58,
qui est toujours complètement soldé, un compte de virements internes est forcément soldé. Vous voyez qu'ici j'ai 1624 à son débit et 1624 à son crédit. Bon. Mais ça, je crois que ça avait déjà été dit dans un précédent module. Les achats maintenant. Les achats, donc au sens large, tous les achats de biens et de services, et même de biens immobilisés, tout ce qu'on achète. Tout ce qu'on achète rentre au journal, peut rentrer au journal des achats. Lorsqu'on parle des achats, il y a au moins 4 points clés à traiter. Premier point clé, il faut contrôler les factures que l'on reçoit, le contrôle du bien fondé des factures, en quantité et en valeur. Lorsqu'il s'agit d'un achat, on a un document s'entend au sens large, papier ou fichier, qui doit prouver que l'on a reçu le bien ou le service acheté. S'il s'agit d'une matière première, par exemple, on a un bon de livraison que l'on a pointé avec les biens au moment de leur entrée dans l'entreprise. Et voilà quelque chose qu'il n'attend pas. Effectivement, c'est comme le compter des espèces. Les biens qui rentrent dans l'entreprise, il faut les compter tout de suite ou alors les mettre dans un coin où ils ne sont pas encore comptés, pas les confondre avec ceux qui ont été comptés. S'il s'agit d'une prestation, un loyer, une prime d'assurance, un contrat de bail, ou bien dans ce cas-là, vous avez un contrat. Un contrat annuel avec, évidemment, lorsqu'il s'agit d'une prime d'assurance, elle évolue, mais vous avez souscrit quelque chose, vous avez signé quelque chose. Deuxième point clé, il faut être capable de déterminer ce qui nous manque, c'est-à-dire les factures que l'on n'a pas reçues. C'est toujours difficile de contrôler ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne voit pas. Mais c'est pourtant faisable puisqu'il y a les bons de livraison. Un bon de livraison auquel on n'a pas rapproché de facture indique une facture manquante. Il y a deux causes possibles au non-acheminement d'une facture. Soit elle n'a pas été envoyée par le fournisseur, c'est pas si fréquent que ça, soit elle a été bloquée dans l'entreprise, souvent parce qu'on a un désaccord sur le prix, je ne sais quoi. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. En sens inverse, et c'est encore plus important, pour la trésorerie, il faut qu'il n'y ait pas de doublons. C'est alors le risque d'un double règlement. Et il y a énormément de doubles règlements dans la vie des entreprises. C'est un risque majeur, extrêmement, vraiment majeur. Je peux vous dire que j'en ai vu des tonnes, des doubles paiements. Alors bien sûr, je ne les ai pas vus chez mes propres clients, je les ai vus au niveau des fournisseurs. J'en ai même vu une de plusieurs millions de francs qui n'a jamais été détectée. Et mon client a choisi de ne pas le signaler à son fournisseur et je pense qu'il l'a conservé dans son actif, dans sa poche. Troisième point clé, le choix du mode de comptabilisation. Est-ce qu'on doit passer par un compte de dette ou est-ce qu'on peut s'affranchir de cela et comptabiliser la charge, l'achat, lors du paiement? Quatrième point clé, même souci que pour les ventes, la date. La date est extrêmement importante pour que la comptabilité donne le résultat comptable avec le moins de corrections possible en fin de mois. Donc il faut s'efforcer de comptabiliser les achats dans le mois de l'entrée du bien acheté dans le stock ou de réalisation de la prestation. On verra toute l'importance de la date dans le module consacré à l'arrêté des comptes annuels. Très couramment, on termine de comptabiliser son journal d'achat du mois de mars au mois d'avril et on passe les écritures au 31 mars. Ce n'est pas interdit, même si
le fournisseur vous a mis une autre date sur la facture. Ça fiabilise les comptes. Le premier et le deuxième point clé donc, sont résolus si on met en place un suivi des commandes et des livraisons. Normalement, lorsqu'on reçoit une facture, c'est parce qu'on a conclu un contrat, souscrit un abonnement ou passé une commande, on vient de le dire, mais encore faut-il effectivement aussi avoir été livré, c'est-à-dire avoir reçu le bien ou le service commandé pour que la facture soit valide, c'est-à-dire acceptée, c'est-à-dire payable. Lorsque l'entreprise est de très petite taille, souvent tout est dans la tête du chef d'entreprise, ou tout du moins, c'est ce qu'il croit. Il prétend se souvenir de ce qu'il a commandé et de ce qu'on lui a livré. Ça, je l'ai entendu des centaines de fois. Il faut aussi qu'il se souvienne s'il n'a pas déjà reçu une facture pour la même livraison. Avouez que c'est beaucoup demandé à un cerveau préoccupé par des dizaines de problèmes à résoudre en même temps. Donc, il faut très tôt, surtout ne pas faire confiance à sa mémoire, libérer d'ailleurs sa mémoire de ce genre de détails, et mettre en place un suivi des commandes et des livraisons. Soit c'est une liste qui peut être un tableau en 3 colonnes, commande, livraison, facture, soit ce sont des documents classés chronologiquement dans 3 classeurs. Dans ce cas, la livraison, on sort du classeur le document commande et on l'agrafe au bon de livraison. Et lorsqu'on reçoit la facture, on y agrafe l'alias bon de commande, bon de livraison. Surtout bon de livraison, bon de commande à la limite, on peut s'en passer. Alors c'était la méthode de vos grands-pères, mais elle est toujours pratiquée aujourd'hui par un certain nombre, et pourquoi pas. À noter que souvent la facture accompagne le bon de livraison. L'analyse des charges, si elle est possible, selon la taille de l'entreprise ou l'existence d'une comptabilité analytique, par exemple une comptabilité analytique par chantier, où on a dans le même compte de chantier les ventes, ce qu'on a facturé au client et ce qui nous a été facturé par les fournisseurs. Si on a donc cela, ça peut permettre de détecter des doubles enregistrements et des doubles paiements. Donc il ne faut pas se priver d'analyser ces charges, c'est un moyen non seulement de vérifier sa comptabilité, mais aussi l'absence d'évaporation du patrimoine sous forme de double paiement de fournisseurs. Lorsque les achats représentent un gros volume, c'est clair que le recours à l'informatique facilite les choses. Le logiciel assurera en même temps un suivi des stocks. C'est vivement souhaitable lorsque l'activité de l'entreprise est une activité commerciale de revente en l'état. Il existe des logiciels pour toute taille d'entreprise, le plus connu pour les petites et moyennes entreprises étant Ciel Gestion, que la société Sage continue à exploiter sous son nom. Troisième point clé, le mode de comptabilisation, enfin la question de savoir si il nous faut un journal des achats. Alors n'oubliez pas que le journal des achats porte mal son nom, on devrait l'appeler journal d'enregistrement des dettes fournisseurs, mais c'est un peu long, donc on l'appelle journal des achats. Mais c'est un journal d'enregistrement des dettes fournisseurs. Donc si vous payez tout comptant, avez-vous besoin d'un journal d'enregistrement des dettes fournisseurs? Le bon sens vous dira que non. Ce n'est pas nécessaire, donc dans ce cas-là, vous enregistrerez vos achats en journal de banque. Alors bien sûr, cela, si vous continuez à tout payer comptant. Le jour où vous ne pouvez plus payer, il faudra peut-être envisager de comptabiliser les factures que vous ne pouvez plus payer pour connaître vos dettes fournisseurs. Maintenant, il peut y avoir les deux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des paiements comptants, vous aurez toujours d'ailleurs des paiements comptants de certaines factures et des paiements à crédit d'autres factures. Alors, il y a des factures, des types d'achats qu'on paye toujours comptant, la prime d'assurance, le loyer, etc. Ça, celle-là ne pose pas vraiment de problème parce qu'on le sait. Par contre, lorsque certains achats sont payés au comptant et d'autres à crédit, que faire? Bien,
vous avez un risque. Vous avez un risque si vous ne déterminez pas une méthode unique et rigoureuse. L'opération normale, vous enregistrez dans un journal d'achat au débit les charges et TVA déductibles, et au crédit la dette fournisseur. Et au journal de banque, vous redébitez la dette fournisseur et vous créditez la banque. Ça, c'est l'opération normale. Et l'erreur classique, et hélas fréquente, c'est qu'on enregistre au journal des achats la facture comme devant être payée, donc en dette fournisseur, et au moment où on enregistre l'opération en journal de banque, eh bien on a oublié que l'achat avait déjà été comptabilisé au journal des achats. Et si on l'a oublié, ça veut dire qu'on va l'enregistrer une deuxième fois en charge et en TVA déductible. Donc on va avoir, on s'en rendra compte, c'est sûr, mais ça va être compliqué ensuite, on va avoir une charge comptabilisée 2 fois et une dette qui va rester dans le compte non apurée. Le contraire est également possible, on n'enregistre rien au journal des achats et au moment où on enregistre le paiement au journal de banque, on pense qu'on a déjà enregistré la dette et on va débiter le compte de dette qui n'a jamais été crédité. Donc on va avoir une charge qui ne sera jamais comptabilisée, par contre un compte de dette qui reste débiteur. Ce cas-là est, je dirais, presque moins dangereux. Le cas précédent peut être dangereux parce que quelqu'un qui voit une dette non apurée peut être tenté, au vu seul de la dette, sans regarder la facture, de repayer une deuxième fois. Alors la solution, s'il est possible de séparer les deux cas sans confusion possible, on peut avoir à la fois les deux systèmes, cumuler les deux, avoir la coexistence des deux modes de comptabilisation. Sinon, on ne prend pas de risque, on passe tout par le journal des achats. Ce qui veut dire qu'on aura effectivement certaines dettes qui seront apurées immédiatement. Alors, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que beaucoup de monde pense qu'il y a une obligation d'avoir des dettes fournisseurs, enfin d'avoir un journal des achats. Il n'y a aucune obligation, ni pratique, ni légale. C'est un usage, si vous voulez, mais il n'y a aucune obligation à partir du moment. La comptabilité est une affaire beaucoup de bon sens. Il y a des règles, mais la plupart sont des règles de bon sens. Il y a une obligation pratique lorsqu'il y a un délai entre l'achat et le règlement de l'achat. Si c'est un délai de quelques jours, ce n'est pas un délai. Quand je parle d'un délai, on parle en mois, si vous voulez. Si l'entreprise règle tout comptant, il n'y a pas besoin d'enregistrer une dette, puisqu'on enregistrerait immédiatement le règlement de cette dette, donc son annulation. Dans ce cas, aucun besoin d'un journal d'achat, et évidemment, on économise quand même du temps de comptabilité. Voici maintenant un exemple, ce n'est qu'un exemple de procédure de suivi des achats. Ce qu'on écrirait avant de commencer le travail pour mettre le comptable et les administratifs, on va dire, sur des rails. Bon, c'est un exemple rapidement conçu et non testé, donc probablement imparfait. À la commande, il nous faut un écrit. Alors si on passe les commandes par mail, on va par exemple imprimer les mails. Ou peut-être aurons-nous un bon de commande fournisseur, enfin quelque chose, un document. Si on n'a pas de document, on peut avoir un carnet de commandes. En tout cas, il faut avoir une information qui a deux objectifs. D'une part, relancer les commandes non livrées, parce que ça a une importance. Si on n'est pas livré, on va manquer de marchandises, ça risque de poser un problème à l'exploitation. Et puis aussi pour contrôler la conformité des livraisons avec ce qu'on a commandé. Si le fournisseur nous commande nous livre une autre marchandise ou 2 fois la quantité qu'on a demandé, on peut évidemment ne pas l'accepter. Deuxième étape, la réception des marchandises, contrôle des quantités et des qualités livrées avec le bon de livraison. C'est ce qui n'attend pas, ce que je vous disais,
on ne peut pas mettre les marchandises en rayon avant d'avoir vérifié que la livraison est bien conforme avec la commande. Et c'est souvent qu'il y a des manquants. On va contrôler donc le bon de livraison fournisseur avec le bon de commande et les quantités livrées. S'il y a une divergence, on va classer en temporaire dans un dossier des réclamations. Si on est OK, s'il y a concordance, on va classer ça dans un classement bon de livraison en attente de facture. Et là, je dis bon de livraison unique. Détruisez les doubles, parce qu'un bon de livraison multiple, c'est un bon de livraison qui risque d'être rapproché d'une seconde facture et donc de faire doublon. Donc pour éliminer les risques de double comptabilisation et de double règlement, l'idéal, qui n'est pas toujours ce qu'on fait, mais l'idéal c'est de ne pas avoir de double de bon de livraison. Alors on peut effectivement dire il y a un bon de livraison qui est pointé, c'est celui-là qui doit permettre le rapprochement avec les factures et non pas un bon de livraison qui n'est pas pointé, pas visé par celui qui a reçu la marchandise. On peut aussi, mais l'idéal, c'est de ne pas en avoir de double. Ça fait moins de papier d'ailleurs. Troisième étape, on réceptionne les factures fournisseurs. Lorsqu'on a la facture fournisseur en main, on retire le bon de livraison correspondant du classement bon de livraison. On pointe les quantités et qualités avec les factures. Quelquefois, c'est très facile à pointer parce que la facture, c'est la copie du bon de livraison, mais attention, ça peut être divergent. On contrôle les prix appliqués et aussi les délais de règlement inscrits. On agrafe les bons de livraison aux factures et on classe ça en attente de comptabilisation. Et là, même chose, une facture unique et on détruit si possible les doubles pour éliminer les risques de double comptabilisation ou double règlement. Je dis si possible parce que là aussi, on aura peut-être besoin d'une copie de facture dans un autre service et ce sera plus compliqué. Mais il faut authentifier, quand on reçoit deux exemplaires de facture, il faut en authentifier une. Authentifier, ça veut dire qu'on ne doit payer que sur une facture qui a été pointée, visée, contrôlée avec le bon de livraison et surtout pas payer avec un double. Alors d'ailleurs, c'est ce qui se passe lorsqu'on est relancé par un fournisseur qui vous dit vous ne m'avez pas payé, puis on ne retrouve pas tout de suite la facture et on le paye avec sa relance. Et du coup, on paye deux fois. On le voit fréquemment. Je l'ai vu pratiquer l'année dernière par mon syndic de copropriété qui a payé deux fois une facture d'eau, 10 000 €. Bon, c'est aperçu quand même. Il a payé une fois sur la facture, et puis comme il n'a pas payé assez vite, il a reçu une réclamation, et il a repayé sur la réclamation. Donc comptabiliser la facture sans omettre la date d'échéance, puisque la date d'échéance peut nous aider pour calculer des prévisions de sortie de trésorerie. Et on classe chronologiquement, en classement temporaire, facture fournisseur à payer. Et on passe au paiement. Alors pour les paiements, je ne parlerai que de deux types de paiements, les LCR, parce qu'elles sont quand même assez courantes, lettres de change relevées, qui sont la plupart du temps non acceptées par le client, elles sont automatiquement présentées à la banque, à la limite, ça ressemble à des prélèvements automatiques. Mais la LCR permet de mobiliser ces créances, c'est-à-dire obtenir pour le fournisseur d'obtenir de la trésorerie de sa banque sur la vue de ces traites. Ça s'appelle une traite. Une LCR, une lettre de change, c'est un effet de commerce. Pour les règlements par virement, qui doivent être quand même les plus nombreux aujourd'hui, on transmet un dossier au responsable. Ça, c'est le problème, les virements. Qui va faire les virements? Ça devrait être le responsable, celui qui a la signature en banque, et le comptable ne doit en aucun cas avoir la signature en banque, on y reviendra là-dessus. Si vous donnez au comptable la signature en banque et la comptabilité, eh bien, il peut faire ce qu'il veut.
il peut faire ce qu'il veut et malheureusement, il y a énormément de fraudes, de gens qui fraudent et on s'en aperçoit au bout d'un certain nombre d'années. Des gens qui se sont engraissés jusqu'à payer la totalité des traites de leur maison avec de l'argent mis de côté. Donc éviter cela, c'est vraiment, c'est très embêtant évidemment d'avoir à faire les virements vous-même si vous êtes chef d'entreprise, mais c'est la solution pour ne pas avoir de problème. S'interdire également, vous avez peut-être entendu ce mode de fraude actuel, enfin actuel, pas spécialement actuel, mais on en a parlé récemment, ce type de fraude qui consiste à subtiliser, à intercepter un mail de facturation qui vous est envoyé par votre fournisseur et la facture vous est refaite avec un autre RIB inscrit sur la facture. Si vous saisissez le RIB à partir de la facture, ben vous saisissez le RIB du fraudeur, c'est-à-dire du monsieur qui est quelque part loin de la France et qui va percevoir la somme à la place de votre fournisseur, donc vous devrez payer 2 fois. Donc lorsque il s'agit d'enregistrer un RIB ou de le modifier, eh bien on ne le fait pas au vu de la seule facture. On demande à la fois, on l'aura sur la facture certes, mais on demande confirmation par un SMS ou par un mail séparé sur un coup de fil à votre fournisseur. C'est indispensable. Autre élément à prendre en compte dans l'organisation, si bien sûr il y en a, la gestion du stock. Ça ne concerne évidemment que les entreprises qui ont à gérer un stock et pour lesquelles la gestion du stock présente des avantages supérieurs aux inconvénients d'une absence de suivi. C'est comme les médicaments pour lesquels, vous savez, il faut faire la balance bénéfice-risque avant de les absorber. Les inconvénients, c'est le coût, c'est le temps à passer. Il ne faut pas que ça coûte plus cher que ça vous fait économiser. Il faut garder ça réellement en tête. Bien évidemment, un artisan ne gère pas son stock de consommables, les bouts de tuyaux, les joints, quelques robinets. Il ne va pas gérer ça. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs du consommable. Il ne va pas compter. Il commence à compter quand il a un gros robinet à 150 € qu'il achète pour un client. Mais il n'en a pas en stock, souvent. Alors qu'est-ce que le stock? On a des stocks de marchandises. Les stocks de marchandises, il s'agit de ce qu'on achète pour revendre sans transformation. Les stocks de matières premières qui sont destinés à entrer dans la composition d'un produit qu'on fabrique. Les consommables qui sont destinés non pas à entrer dans la composition, mais à être utilisés pour la fabrication d'un produit, comme de l'huile par exemple dans le moteur. Les produits finis, ce sont les produits fabriqués par l'entreprise, donc évidemment, il s'agit d'entreprises de fabrication ou d'artisans. Et puis on a ce qui est en cours de fabrication. Alors on peut avoir des produits en cours de fabrication, avant qu'ils soient finis naturellement, et on les a en cours de fabrication au moment où on arrête les comptes. Si vous arrêtez les comptes au 31 décembre, vous faites un instantané et vous voyez que certains produits ne sont pas terminés. Des travaux, des études, des services peuvent également être en cours. Par contre, vous ne trouverez jamais de stock de travaux finis ou d'études finies ou de services finis, pour une raison bien simple, c'est qu'une fois qu'ils sont finis, ils sont facturables, ils sont facturés. Qu'est-ce qui n'est généralement pas considéré comme un stock? Mais tout le reste, c'est-à-dire par exemple les fournitures de bureau, le carburant, que l'on ne va pas enregistrer en fin d'année en stock, mais qu'on va enregistrer dans un compte de charges constatées d'avance, le compte 486. Alors qu'est-ce que c'est que gérer un stock? C'est enregistrer chaque entrée, la livraison fournisseur ou la sortie de fabrication. Si on parle d'un stock de produits finis, le stock de produits finis est alimenté par l'atelier, par l'usine. Enregistrer chaque sortie, c'est-à-dire lorsqu'on livre un client ou lorsqu'on
sort, s'il s'agit d'un stock d'encours, lorsque ça sort de fabrication. Et le point clé, évidemment, c'est de contrôler régulièrement que le solde correspond à la quantité physiquement existante. En cohérence, évidemment, les enregistrements d'entrée et de sortie avec les bons de livraison. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à connaître les pertes, les vols, c'est-à-dire les différences entre existants physiques et existants théoriques, sans forcément les éviter, mais pour mettre en place des moyens d'éviter les futures pertes et les futurs vols. Ça évite évidemment de recommander des articles qu'on a déjà en stock. Mais vous avez, comme moi, constaté, quand vous allez vous approvisionner chez Leroy Merlin, par exemple, qu'il y a un sacré écart entre ce qui vous était indiqué comme stock théorique sur Internet, hein, et lorsque vous arrivez au magasin, ben, le stock n'est plus tout à fait le même. Ikea aussi, on voit ça souvent, hein, il y a des écarts importants. Et ça sert aussi à connaître donc les quantités par article pour la politique commerciale et le déclenchement des commandes. Comment gère-t-on le stock? Ben aujourd'hui, plus question de fiches cartonnées, c'est clair. La gestion du stock, c'est un peu lourd. On utilise forcément un logiciel. On a effectivement le logiciel Ciel, qui est un outil qui est bien connu. Bon, c'est jamais très facile d'utilisation. Il faut bien maîtriser l'utilisation, commencer par apprendre le fonctionnement du logiciel avant de se lancer dedans, parce que si vous commencez à enregistrer tête baissée vos articles dans le logiciel, vous risquez de ne pas bien comprendre. Il faut aussi créer des catégories de marchandises, de biens, si possible. Souvent, le logiciel de gestion de stock est connecté à un logiciel de facturation. Qui dit facturation dit TVA, donc il faut aussi penser à ça, catégorie de marchandises, pas seulement par nature, mais également par taux de TVA. Un mot sur la paye, bien que là je ne vous parlerai pas d'organisation de la paye, enfin, je ne vous donnerai pas l'exemple d'organisation de la paye, mais c'est pour donner des principes. Étant donné le nombre de calculs que la paye représente aujourd'hui, il est bien évident que si on a plus d'un salarié ou deux, c'est presque inévitable de passer par un logiciel de paye. Et comme le paramétrage d'un logiciel de paye, et puis aussi sa maintenance et son coût sont extrêmement lourds, et que les règles en matière sociale sont en perpétuel changement, si on n'est pas un spécialiste, mieux vaut sous-traiter la paye chez votre comptable ou chez une entreprise spécialisée. C'est un problème standard qui est très simple dans son principe, mais dans son application, c'est du sur-mesure extrêmement délicat. C'est un peu une usine à gaz. Le standard, c'est mon petit tableau que vous voyez là. Le bulletin de paye, c'est en résumé au débit un salaire, enfin des salaires et accessoires de la paye, des charges, hein, le salaire et puis éventuellement tout ce qui va avec, en 6 comptes 641. Et sur ce salaire brut, montant brut de la paye, on va déduire ce qu'on appelle des charges sociales salariales, qui sont donc à la charge du salarié, et que l'on déduit effectivement de sa paye pour les verser à des organismes sociaux. Donc on va créditer des dettes d'organismes sociaux. Et ce qui est en bas de la paye, c'est son salaire net que l'on va créditer au compte rémunération due en attendant de les payer. Ça, c'est la première couche. Il y a la deuxième couche, les charges sociales patronales à la charge de l'employeur, donc qui vont figurer, elles, en charge dans l'entreprise, alors que les charges salariales n'y figurent que par l'intermédiaire des salaires, du salaire brut. Charges patronales et dettes.
charge sociale, organismes sociaux. Bon, ça a l'air hyper simple, mais quand on regarde un bulletin de paye, en voilà un, et qu'on regarde la liste des charges sociales, on se rend compte que c'est un peu l'usine à gaz. Hein. Si vous comptez les rubriques d'URSSAF en salarial et en patronal, ici c'est les taux patronaux, j'en ai compté 11 pour cette entreprise-là et pour ce cas-là. C'est un cadre, donc il a une caisse de retraite tranche A, une caisse de retraite tranche B, etc. Il a de la prévoyance. Comme tout le monde, bien sûr, il a de la CSG, CRDS, etc. Ces trois rubriques sont également payées à l'URSSAF. Donc vous voyez, c'est quand même assez lourd dans le détail, assez compliqué. Alors, il y a quand même... Alors, il y a une règle, comme disent les journalistes, on n'a pas droit à l'erreur. Pour une fois, si on n'a pas droit à l'erreur, c'est bien vrai. Pourquoi c'est bien vrai? Parce que, contrairement à tous les éléments de la comptabilité, vous ne pouvez rien rattraper. Une fois que votre bulletin de salaire est remis à l'intéressé, au salarié, et comptabilisé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc si vous avez fait un bulletin de paye sans avoir mis à jour vos taux de cotisation, eh bien, bulletins de paye sont faux, on part dans des choses qui sont très approximatives. La méthode, il faut commencer par définir des catégories de salariés homogènes, c'est-à-dire qui ont les mêmes règles de calcul des cotisations. Même base, même taux. Pas question de paramétrer le logiciel salarié par salarié. Il faut créer des rubriques spécifiques par catégorie. Si elle n'existe pas, il faut créer des rubriques. Si elle n'existe pas dans le logiciel, il faut créer toutes les rubriques de salaire et de cotisation. Bon, il y en a qui sont dans le logiciel. Bien sûr, les cotisations nationales, sécurité sociale, chômage. Pour les autres, il faut les adapter à l'entreprise. Certains logiciels sont pré-paramétrés pour chaque convention collective, mais elles ne peuvent pas l'être pour des accords internes et encore moins pour des contrats individuels. Il faut lister toutes les cotisations auxquelles chaque catégorie doit cotiser, ne pas en oublier, ne pas en ajouter, et je vous garantis que c'est difficile. Définir les bases sur lesquelles ces cotisations doivent être calculées, définir les taux qui changeront souvent, et les regrouper par organisme social. Donc si vous êtes dans une activité un peu spécifique, c'est clair que vous avez intérêt à vous adresser à un spécialiste de votre activité, en tout cas à un prestataire qui connaît bien votre activité. Le logiciel doit fournir les changements ponctuels, l'entreprise d'abord doit fournir les changements ponctuels ou durables dans la rémunération brute des salariés, évidemment vous devez transmettre ça au prestataire, et le logiciel doit vous fournir 3 éléments. Évidemment les bulletins bien sûr, et ensuite la liste et la totalisation de ces bulletins par mois, c'est le journal de paye. Il vous fournit ça par mois, il vous fournit un total par mois et il vous fournit un total par an. Enfin, c'est 12 chiffres à additionner. Il doit vous fournir évidemment les déclarations mensuelles, trimestrielles ou trimestrielles et annuelles toujours. Et on doit avoir une égalité évidemment entre le journal de paye, enfin les rubriques correspondant dans le journal de paye et ce qui ressort dans les déclarations sociales. Et enfin, la liste et la totalisation de tous les bulletins de chaque salarié pour toute l'année, c'est la déclaration d'appointement et salaire avec des totaux par an, et tout ça se doit être égal. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire au niveau préparation d'une comptabilité pour mâcher le travail, mais aussi pour mettre sur des rails des comptables. Comment peut-on préparer les modèles d'écriture et les journaux, enfin présenter ces modèles d'écriture et ces journaux sous forme d'un tableau que vous voyez ici. Bon, c'est un exemple simplifié qui permet d'interdire aussi l'usage dans certains journaux de comptes inappropriés. Par exemple, ici, le journal des achats.
On dit au comptable, dans le journal des achats, vous devez avoir des comptes 60 à 62, des comptes 445 660, ou bien des comptes d'immobilisation avec les comptes de TVA sur immobilisation, et au crédit des comptes de fournisseurs de biens et services ou d'immobilisation. Point. Sens naturel, j'ai noté le sens naturel de l'écriture. Et bien évidemment, en journal des achats, vous pouvez avoir des avoirs, c'est-à-dire des factures négatives, et dans ce cas-là, bien sûr, il y a inversion du sens de l'écriture. On peut bien sûr ouvrir des journaux d'achat séparés pour frais généraux, importation, factures de transitaires, etc., en fonction de la taille de l'entreprise. Si vous avez effectivement une entreprise d'une certaine taille, vous pouvez trouver préférable de tenir des journaux séparés, et même souvent, bien sûr, de gérer des fournisseurs, des comptes fournisseurs séparés, qui vont peut-être être gérés par des personnes ou des services différents. Les ventes, c'est le symétrique. Les clients sont au débit et les ventes et les TVA sont au crédit. Les effets à payer, éventuellement, s'il y en a, bien sûr, si vous utilisez la possibilité, la comptabilisation des effets à payer à échéance, eh bien vous débitez vos comptes fournisseurs pour les solder et vous créditez des comptes 403 qui sont individualisés par mois et par jour pour savoir combien vous aurez à payer tel jour de tel mois. L'effet à recevoir, c'est le symétrique. La banque, alors là, autant de journaux bien sûr que de banques. Les recettes, on débite le compte banque, on crédite les comptes clients. Et ici, on a une boutique, donc on sait qu'on va créditer les chèques à encaisser, les cartes bancaires, les espèces, dans le compte 58 qu'on a vu tout à l'heure. En revanche, pour les dépenses, on dit au comptable, voilà, ce que vous devez avoir en dépenses, bon, les comptes 401, c'est sûr, les comptes 403, c'est sûr, les comptes 421, bien sûr. Si vous prêtez de l'argent à vos salariés, ce sera en compte 27. Les paiements de cotisations sociales vont toujours être l'appurement d'un compte de dette en 43, donc pas en compte 64, compte 43. L'impôt sur les sociétés, la TVA. Mais par contre, vous voyez, on vous autorise à passer directement en charge le compte 616, prime d'assurance, le compte les notes de frais de déplacement, les frais de restaurant, les impôts, sauf la TVA à l'IS, bien sûr, c'est pas un compte 63, les agios, les frais bancaires, les intérêts sur emprunt, que l'on ne trouve pas, que l'on ne trouvera pas évidemment dans le compte des achats. Et le compte d'approvisionnement de caisse. Bon, j'en oublie sûrement, c'est une simplification forcément. On en oublie toujours quand on crée quelque chose au départ, mais c'est fait pour être complété. Le plan comptable aussi, bien sûr. C'est un plan de comptable de départ et c'est un plan des modèles d'écriture de départ. Mais il ne faut pas quand même avoir tout à bouleverser. Les déclarations de TVA, alors personnellement, je suis assez attaché à créer un journal TVA parce qu'il y a quand même une écriture par mois, par trimestre, vous allez me dire, bon, ça fait moins, mais souvent une écriture par mois d'enregistrement de la déclaration de TVA. Donc, un journal séparé, simplement pour que le journal dans lequel on l'aurait comptabilisé, qui est un journal d'opérations diverses, soit extrêmement dépouillé, qu'il y ait très peu de choses dedans, qu'il n'y ait que des régularisations. Pourquoi? Parce que le journal d'opérations diverses, quand je ne contrôle pas forcément le journal d'achat, le journal de paye, etc. Mais je vais contrôler le journal d'opérations diverses pour voir ce qu'on a enregistré hors des sentiers battus. Opérations diverses, corrections, etc. Donc l'enregistrement de la déclaration de TVA, au débit TVA déclaré, pour ne pas avoir utilisé le compte TVA collecté, on en a parlé tout à l'heure, au crédit les TVA déductibles, qui vont être soldés une fois qu'on va les avoir crédités, et si il y a une somme à payer, elle va en compte TVA payé, si au contraire on est en crédit, elle va au compte crédit de TVA. Et bien sûr, il faut débiter le crédit précédent s'il y a eu un crédit précédent. La caisse boutique, bon je passe un peu parce qu'on l'a vu, on vient de le voir tout à l'heure, c'est rigoureusement la même chose. Et à la fin, journal d'opérations diverses, ça il y en aura toujours un.
Et je préfère avoir aussi une séparation de ce que l'on passe comme écriture en fin de période à titre d'inventaire, c'est-à-dire pour établir les comptes annuels. Vous verrez qu'il y a des corrections à effectuer. Ça fera l'objet du module suivant. Le plan comptable, à noter, ici en fait c'est pas seulement un plan comptable, j'ai mis en face le sens naturel des écritures. Alors c'est le même objectif que les journaux, l'idée c'est de mettre le comptable sur des rails, quels journaux pour quel compte. Le niveau de détail du plan comptable, c'est quelque chose de délicat, il faut faire attention, ça doit rester un juste milieu. Si vous ne créez trop de comptes, vous allez avoir beaucoup d'erreurs d'affectation à corriger, ça va ralentir la saisie, ça va compliquer. S'il n'y en a pas assez, il n'y aura pas d'analyse suffisante, le contrôle sera plus difficile, il y aura un mélange de charges de différentes natures. Par exemple, je ne vais pas, même, alors là presque toujours, je ne vais pas mélanger les factures de téléphone internet, et les factures d'affranchissement. Parce que la facture de téléphone, je veux très rapidement, au premier coup d'œil, voir si j'ai mes 12 factures. Enfin, si j'ai bien une seule ligne, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, par exemple, je ne vais pas lésiner, je vais toujours créer mes deux comptes pour une raison évidente de contrôle. Si j'ai plusieurs loyers, il est bien possible que je préférerais créer autant de comptes de loyer, de charges de loyer, que de sommes à payer, Si j'ai évidemment des bureaux et un parking sur la même facture, je ne vais pas créer un compte de charge loyer, loyer bureau et un compte de charge loyer parking. Ça n'a pas de sens. Je peux très bien le reconstituer, le montant du loyer du parking. Je n'ai pas besoin de le comptabiliser. La longueur des comptes, c'est également encore une question de juste milieu. Il faut une longueur suffisante pour le niveau de détail choisi. En général, il en faut 8 pour que les comptes de TVA puissent passer. Les comptes de tiers, ils peuvent être numériques ou alphanumériques. Ça dépend du nombre. L'alphabétique, réduit le temps de recherche. Mais au-delà d'un certain nombre, si vous avez des centaines de comptes clients par exemple, l'alphabétique, c'est un danger. Évitez de créer un compte de caisse si pas de boutique, j'ai dû le dire déjà. Le compte de caisse, ça signifie qu'il faut compter les espèces. Vous ne les compterez jamais. Et elle n'existera même pas votre caisse. Vous paierez des sommes en espèces en les ressortant de votre poche, ou un salarié les sortira de sa poche. Donc pas de caisse, remboursement par note de frais. Tout ce qui est payé en espèces, on fait une petite note de frais et on le rembourse à celui qui a payé. Et surtout pas de compte de caisse. C'est se créer des verges pour se faire fouetter, parce que peut-être à un moment donné, votre compte de caisse sera créditeur, ce qui est totalement impossible. Créditeur, ça veut dire négatif, et le fisc interpréterait ça à votre défaveur. Donc en dessous, j'ai la liste de mes comptes, classe 1, classe 2, et vous voyez, bon, classe 1, classique, opérations diverses forcément, puisque il s'agit du compte de capital, ça ne va pas bouger beaucoup. J'ai oublié qu'effectivement, ici, le résultat de l'exercice serait mouvementé par, d'ailleurs tous peuvent être mouvementés par le journal d'à nouveau. Je ne parle pas en fait de ce journal qui est automatique, je parle des journaux que l'on a à mouvementer, à tenir manuellement soi-même. Alors la classe 2, les immobilisations, on voit qu'on va enregistrer les achats d'immobilisation par le journal des achats, et que le sens naturel de l'écriture, bien sûr, c'est le débit. Les dépôts les dépôts de garantie peuvent figurer dans une facture d'achat ou être payés directement par banque. Ici, BN, c'est BNP. Les amortissements, c'est des charges calculées, ici c'est pas les charges, c'est le montant cumulé des amortissements, c'est-à-dire les sommes qui sont retranchées de la valeur d'achat des immobilisations pour obtenir une valeur économique.
Et c'est les opérations d'inventaire, OI, dans lesquelles on va comptabiliser cela. Le stock également, on ne l'enregistre qu'une fois par an. On a beau avoir une gestion de stock journalière, le stock en comptabilité, on ne le comptabilise qu'une fois par an, ou peut-être chaque fin de mois si vous voulez intégrer, sortir un compte de résultat automatiquement. Mais en tout cas, on ne le comptabilise pas, opération par opération. On peut le faire. Je l'ai vu une fois, je vais vous dire pour quel type d'entreprise. C'était un négociant en avion de tourisme, des petits avions de tourisme. Il en vendait une douzaine par an. Donc il pouvait avoir en stock chaque avion de tourisme avec son numéro matricule. C'est pas, finalement, c'était même souhaitable. La classe 4, les fournisseurs, les clients, bien sûr, fournisseurs, vous voyez, crédit du compte fournisseur, etc. Bon, simplement, ça met un peu les gens sur des rails, éventuellement des noms comptables qui seraient affectés à la tenue de la comptabilité. Ils ont ça pour s'appuyer dessus. Bon, j'ai encore un taux de TVA à 19,6 et 20% maintenant, bien entendu. La classe 5, chèque à encaisser, carte bancaire à encaisser, vous voyez qu'évidemment, les journaux de caisse et de banque sont mouvementés tous les deux. Et ensuite, la classe 6. Alors la classe 6, eh bien, pour les charges 60, 61, 62, les achats de biens et de services, c'est toujours le journal des achats, sauf pour les assurances multirisques, les assurances véhicules, mission-réception. On a dit que tout ça, ça passerait directement par banque. Frais d'affranchissement, services bancaires, etc. Voilà. Enfin, frais d'affranchissement, c'est peut-être parce qu'on paye quelques timbres, mais s'il s'agit d'une machine à affranchir, c'est une facture, donc ça devrait être en journal d'achat. Les comptes 664 de paye, on voit que il y a quelques éléments qui sont mouvementés par la banque. C'est uniquement ce qui a trait aux cotisations et à la rémunération du gérant, un indépendant. Par contre, toutes les autres charges sont mouvementées par le journal de paye. Les congés à payer, c'est quelque chose qu'on comptabilise uniquement pour établir un compte de bilan, un bilan, opération d'inventaire. C'est pour cela que c'est le journal OI qui est utilisé. Pas mal de choses également mouvementées au journal OI, les dotations d'amortissement, les dotations en provision, l'impôt sur les sociétés, parce que c'est au moment où on procède à l'arrêté des comptes annuels qu'on détermine la charge d'impôt société, et puis la valeur comptable aussi des immobilisations cédées. Donc classe 7, rien d'extraordinaire, tout passe par vente ou caisse boutique, sauf peut-être des subventions d'exploitation, des arrondis de règlement, etc. Voilà. Le prochain module, le module 8, ce sera l'arrêté des comptes annuels et les contrôles comptables. Il y aura peut-être d'ailleurs, comme ici, 2 sous-modules pour éviter de trop grandes longueurs. Effectivement, ici, le module 7, c'était 2h30, et la deuxième partie, je vois qu'elle s'affiche à 1h30. Désolé de vous avoir tenu si longtemps, j'espère que vous avez tenu le coup. À la prochaine vidéo.